Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Il y a un chat qui veut pas que je continue à travailler, mais j'ai promis que je dois travailler. Et oui, mon bébé d'amour. Alors, je vous ai promis de vous raconter... Attendez, je vais chercher un parfum pour parfumer tout ça, bougez pas. Voilà, je suis revenue parce que monsieur a mangé, monsieur a bu, mais monsieur veut sortir et monsieur veut pas sortir tout seul. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vous ai promis de vous parler du litchi. Particulièrement le litchi du Vietnam. Je ne sais pas si vous connaissez le litchi, le vrai litchi, si vous avez déjà goûté à ce merveilleux fruit qui vient du nord du Vietnam et qui pousse aussi dans les régions, notamment je ne sais pas si c'est en Madagascar, non, je pense pas, bien que le climat soit, le climat des deux pays soit sensiblement le même. C'est plutôt sur l'île de la Réunion que vous allez la trouver. Mais d'abord, l'histoire du Vietnam avec le litchi. Je vous ai parlé aussi des 4 beautés de la Chine antique, de la Chine quand les pays se battaient encore entre eux, dont le Vietnam et la Chine comme d'hab, bien avant la réunification. Il y a une très grande beauté viette qui a été donnée à un empereur ou un roi chinois. En contrepartie, eh ben, elle a ruiné son royaume. Voilà. Ouais. Comme ça. L'art de la guerre, la stratégie, échanger une beauté contre un royaume. Ça se faisait fréquemment. Ça se fait même encore maintenant. Hein, parce qu'on dit bien que derrière la réussite ou la fuite ou la ruine d'un homme se cache une femme. Voilà, je vous laisse, voilà, dans cette réflexion-là. Et pour moi, alors, comment ça commence attendez, je vais le... Ah voilà, c'est là. Hop. Pour moi, le litchi est indissociablement lié au destin d'une impératrice, l'impératrice chinoise. Elle s'appelait Yang Guifei. Yang Guifei, chez nous, on l'appelle Yang Guifei. C'est la première dame, parce qu'à l'époque, l'empereur ne voulait pas établir, ne voulait pas donner la fonction de reine. Il n'en voulait pas, l'empereur de Chine, qui a vécu en l'an 722. Il a régné en l'an 722 à l'an 756, à environ 30 ans. Pendant ce temps-là, le Vietnam était bien sûr sous le joug des envahisseurs, parce que la Chine, c'est un très grand pays, c'était un très grand pays, une puissance militaire et puissance démographique. Et puis le Vietnam, il était tout petit, évidemment. Le Vietnam, les terres du Vietnam s'étendaient loin, loin, loin dans la Chine antique, mais petit à petit a été repoussé vers le nord du Vietnam pour se réduire à un tout petit endroit au nord du Vietnam, parce que le sud, il y a encore le royaume de Champa. Le Champa qui a demandé plus tard, en l'an 1200 et quelques, la main d'une princesse vietnamienne pour donner encore des terres au Vietnam, pour légaliser les terres de Champa pour le Vietnam. Et aussi suite à des guerres où il y a eu des affrontements violents entre les deux pays, du royaume de Champa, du royaume du Cambodge dans l'ancien temps, le royaume de Thaïlande et du Laos. Donc ces pays-là étaient liés par des guerres plutôt que par la paix. Mais il y a aussi des périodes de paix, des traités signés ou des mariages arrangés pour agrandir encore le territoire du Vietnam, jusqu'à ce que les seigneurs Nguyen entrent sur la scène de la politique nationale et internationale pour ouvrir la politique des Nguyen, c'était ouvrir vers le sud, parce qu'ils étaient pourchassés dans le nord. Voilà l'histoire du Vietnam, comment ils ont réussi à ouvrir, comment ils ont été pourchassés du nord
du milieu de la Chine jusqu'au nord du Vietnam, et ensuite du nord du Vietnam, établir les frontières au nord du Vietnam avec la Chine et pousser petit à petit leur empreinte, étendre leur empreinte jusque dans le sud du Vietnam, jusqu'à la mer. Ce que vous voyez du Vietnam d'aujourd'hui, c'est en signe S, c'est le S, c'est en signe S, ça veut dire que du nord au sud, c'est entouré de mer. C'est borduré de mer, d'eau adossée aux montagnes, situation géographique hyper importante, parcourue le long du Vietnam et tout à l'intérieur des terres, irrigué par de nombreuses rivières, fleuves, donc le grand fleuve Bat Dang qui donne sur la mer Hải Phòng. Hải Phòng, c'est le port tout à fait au nord du Vietnam. De là, vous pouvez partir rejoindre Singapour. Non, pas Singapour, Hong Kong. Hong Kong faisait partie des territoires du Vietnam. Macao faisait partie des territoires du Vietnam. Et de guerre en guerre, le Vietnam a perdu ses terres, évidemment. Mais Hong Kong, c'était pas Hong Kong, ça s'appelait pas Hong Kong, ça s'appelait Hung Cang. Hung Cang, ça veut dire le port aux multiples senteurs, c'est-à-dire c'est un port à épices, hein, évidemment. Quand on parle de senteurs, c'est des senteurs, des parfums, des épices, tout ça. Hong Kong s'appelait Hung Cang, vietnamien donc. Macao, c'était vietnamien aussi. Maintenant, ça appartient à Hong Kong, donc à la Chine. Donc voilà. Voilà pour ça, mais on va parler de l'histoire du litchi. En l'an 722, le Vietnam était encore sous la domination des Chinoises. C'est la dynastie des Tang postérieure. Il y a eu des Tang antérieurs, ceux qui se sont combattus entre eux. Bon, avant, il y avait des quoi, je ne sais même plus, il y en a tellement, des dynasties qui se succédaient en Chine. C'était des combats entre seigneurs de guerre pour se disputer des territoires. Et du coup, le plus fort gagne. Mais il faut dire que dans le passé, il y a eu quand même 2 ou 3 empereurs chinois qui sont qui pensent au bien de leur peuple, qui développent la bienveillance, parce que le peuple chinois ils ont du mal à connaître la bienveillance. Hein. Ils savent pas ce que c'est que la bienveillance. Ils ont toujours connu des guerres, des atrocités, des viols, des rapts, avant il y avait 100 pays, donc c'était le pire. Et après, ce sont un empereur dictateur, ils appellent ça le dictateur, alors que c'est un empereur il était dictateur évidemment, parce qu'il mobilisait beaucoup d'armées pour construire, vous savez, la Grande Muraille, pour justement contrer l'attaque des Han, donc des Mongols, des territoires barbares du Nord, qui venaient souvent embêter les habitants chinois. Et l'empereur n'a pas d'autre moyen que de rassembler en un seul peuple tous les peuplades qui se battaient entre eux, les 108 pays de la Chine antique, en un seul pays. C'est le seul et unique empereur de Chine sous le règne des Qin. Tang Thế Huang, chez nous, ils appellent l'empereur Qin. Et bien sûr, quand on réunit un pays comme ça, il y a des luttes, il y a des guerres, des trucs, des machins et tout. Donc il a dû brûler les livres, massacrer l'intellect des humains. Les intellectuels, c'était fini pour lui. C'est non, tu lis, enfin, bref, je te brûle et je te brûle ton livre avec. Donc du coup, personne n'a osé dire quoi que ce soit. Un seul empereur, une seule armée, un seul pays. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Donc il a réussi à rassembler tout ça en un pays. C'était en l'an je sais plus combien. C'était juste après les multiples guerres des 108 pays. Le temps des héros de l'Est. Oui, alors. Bref, et après ça, il y a eu des luttes encore pour destituer l'empereur dictateur. Si on appelle ça les Han et les Seux. Ce sont ces 2 familles qui se disputaient le royaume aussi. Hein. Les Han ont gagné parce que
ils se font passer pour un empereur bienveillant. Et la population à l'époque avait besoin de la bienveillance, ça c'est sûr. C'est quoi ce truc? Je me suis trompée. Pardon. Oui, avait besoin de la bienveillance, ça c'est clair. Et après, bon bah après la bienveillance, bah il y a eu des disputes entre fils et machin chose, parce que l'empereur avait plein de femmes, des concubines à l'appel, 3600 servantes à honorer toutes les nuits, donc c'est sûr qu'il y en a une qui tombe enceinte et qui a pondu un rejeton. Je parle de la Chine antique, il y a 3600 fils qui sont combattus, et puis voilà, puis qui s'entre-déchirent pour disputer un seul royaume, parce que à l'époque, la Chine a envahi le Vietnam, et les Vietnamiens, à l'époque, c'était vraiment... c'était des esclaves, c'était des barbares esclaves. Tout le Vietnam, je vais dire, le pays a beaucoup de richesses, des minerais, de l'or, beaucoup de richesses, notamment des perles précieuses dans la mer du Sud, que les gens sont obligés d'aller en chercher au fin fond de la mer pour donner en tribut, pour que l'empereur n'envoie pas son armée écraser le peu de Vietnamiens qui restent. Tout ça pendant 1000 ans. Et un jour, une reine, elle s'appelle Yan Guifi, c'est une concubine très jeune de l'empereur Sun Gong. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos les informations. Vous chercherez vous-même sur Wikipédia pour savoir qui c'est. Elle avait 18 ans, lui, il avait 44 ans. Après la mort de je crois que c'est de sa mère ou de son père, qu'il a été mis en roi. Et ce roi-là, il a choisi parmi les anciennes concubines de son père ou de son frère, je ne sais plus lequel c'est, une beauté qui s'appelle Yan Quifi. Alors celle-là, dans sa famille, il y a 3 filles. Toutes les 3 filles sont choisies pour devenir concubines du roi. Ça se passait en 722 après Jésus-Christ. Et voilà, Yan Guifi, c'est la première dame du royaume, première reine, première favorite du roi. Et pour la satisfaire, il a fallu beaucoup d'or, beaucoup de soie. La soie la plus précieuse venait bien sûr du Vietnam, parce que déjà, pendant que les seigneurs de guerre se battaient au temps des 108 pays, le Vietnam était déjà réputé pour la soie qu'elle produisait. Donc, des robes en soie, il en fallait assez pour satisfaire les goûts de luxe de notre nouvelle concubine favorite impériale. Donc, qu'est-ce qu'il fallait encore? Et puis un jour, elle a découvert comme quoi le Vietnam a un fruit qui est censé donner l'immortalité. Oui. Quelqu'un lui a dit, un médecin du roi, un médecin, un académicien, comme notre fameuse académicien d'hier, là, que je vous ai montré. Il lui a dit, Sa Majesté, si vous voulez que le roi vous apprécie plus longtemps, parce que c'est éphémère chez les rois, chez les empereurs chinois, le passage est éphémère. Voilà. Donc, il a fallu conserver votre beauté pour avoir une santé et une beauté, mais une peau éclatante. Il faut manger des fruits du sud. Et le seul fruit qui convient, c'est le litchi. Elle fait, ah bon? Ah, mais j'en ai vu passer sur les tables des rois, mais je ne savais pas que ça apportait beaucoup de vertus. Il fait, c'est pour ça que c'est donné aux tables des rois, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les rois qui mangeaient, il n'y avait pas... Donc le litchi, on trouve où le litchi? On trouve sur le territoire du barbare du Sud, le Viet, il en cultive à la pelle.
Elle fait, mais pourquoi on n'en cultiverait pas chez nous, là, dans le nord? Alors, ils ont déterré quelques milliers d'arbres du Vietnam. Ils l'ont transporté vers le nord. Et les 2 ou 3 ans après, bon, les arbres sont tous morts, congelés. Parce que le litchi, vous savez que c'est un arbre exotique. C'est pas un arbre adopté à Pékin. Donc, ça y est, c'est mort. Bon, bah voilà, c'est fini. Il n'y a plus de litchi dans le territoire du Nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les exporter. On va les importer. Bah, on a des esclaves pour. Donc, on va faire commerce de litchi. Mais attention, les litchis frais, hein. Moi, j'en veux pas des litchis. Moi, je veux pas que ça voyage 15 jours, hein. Moi, je veux du jour au lendemain que le litchi soit frais, hein. Donc, il a fallu établir les postes. Vous savez, les postes tout le long de la frontière jusqu'à chez Pékin, où à chaque 550 km, il a fallu changer de monture. Oui, tout ça pour satisfaire la reine, l'impératrice, soi-disant impératrice, première favorite du roi Yang Guifi, sous le règne des Tang. Sous aussi le règne des Tang, le peuple viet, bah justement à cause de ce litchi et de ce goût de luxe, c'est comme Marie-Antoinette, c'est pareil, c'est la même chose. Marie-Antoinette, je crois qu'elle aime bien dilapider tout l'argent du royaume pour ses robes et ses coiffures et ses fêtes fastueuses à l'infini. Bah là c'est pareil, là c'est la même chose. 18 ans, c'est une jeune fille, elle a le droit de s'amuser sur le dos de son peuple, plus sur le dos du peuple vietnamien. Donc, tribu en fille, c'est-à-dire elle veut bien avoir une armée à elle, une armée de filles qui la servent, donc c'est les Viettes. Euh, elle veut bien de la soirée du Vietnam, bon bah ça vient du Vietnam, et elle veut bien des fruits, le litchi du Vietnam parce qu'elle veut pas d'autres fruits. Il n'y a que le litchi qui l'intéressait. Donc ce que faisaient les serviteurs dans le lointain royaume du Viet, c'est que bah ils faisaient commerce de litchi. C'est-à-dire que celui qui emmène les litchis les plus beaux, les plus gros, les plus juteux et les moins abîmés, bah celui-là il sera mais remercié de manière royale. Donc à qui mieux ramasser, extorquer de la manière la plus brutale possible, comme c'est le faire un Chinois envers un Viet, c'est que il massacrait la population locale. Parce que si tu vas pas en mer pour au fin fond de la mer pour ramasser les perles, et t'es bon à rien, donc tu vis pas. Si tu vas pas dans les forêts, au fin fond de la forêt pour chasser vous savez, de l'ivoire ou les objets les plus rares pour ramener à ta patrie mère qui s'appelle la Chine, si tu n'arrives pas, t'es bon à rien. Donc la population à l'époque, je peux vous dire que vivre sous le règne d'un empereur chinois, déjà les Chinois ils en peuvent plus, mais alors les Viets c'est encore pire. Les Viets ils subissent 100 fois ce que les Chinois normal moyen subissent tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreux affrontements, de nombreux soulèvements, toujours écrasés dans le sang. Le litchi en fait partie. Le litchi cultivé, développé tout le long de la frontière nord du Vietnam, est un objet de convoitise pour satisfaire une reine. Non, là-dedans, ils sont 3 parce qu'il y a eu 3 sœurs. 3 sœurs de même nom. Yang Guifi a eu 2 sœurs, donc ça fait 3. 3 qui servent sous le même royaume, le même roi, et d'autres rois certainement dans la famille, mais elles ont des goûts de luxe et des goûts, elles savent choisir leurs fruits, on va dire. Donc le litchi du Vietnam est devenu un objet de convoitise, un objet hautement protégé, un commerce de luxe,
Et bah, si tu ramasses le plus de litchis, tu donnes à ta reine, c'est sûr que tu auras une promotion royale, ça c'est sûr, c'est certain. Donc voilà. À l'époque, on méprisait on faisait pas attention à l'empereur, hein, parce que l'empereur était sous l'emprise de la reine, de Yongguifi. Donc l'empereur, si vous le faites des yeux doux à l'empereur, ça marche pas. C'est à la reine qu'il faut faire des yeux doux. Donc, c'est comme ça. Et cette reine-là, elle n'est pas vertueuse du tout. C'est une jeune, hein, c'est normal, elle s'amuse. On dirait Marie-Antoinette quand elle a pris amant. Bah, un qui vient des tribus des barbares. Celui-là, il a des grandes ambitions pour elle. Il a dit, moi, je veux pas être son amant. Je veux être un roi. Je veux être un empereur. Et je veux lui donner la couronne d'une reine, la couronne d'une impératrice. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va faire des yeux doux, non pas à elle, mais à l'empereur, pour que l'empereur le nomme grand général de je sais pas quoi, commandant des armées royaux. Et avec cette armée, bah, il se retournait contre le roi. Il les a pourchassés. Un jour, il s'est soulevé, il les a pourchassés. Pendant ce temps-là, bah, le Viet, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a eu des révoltes. Bon, bah, il se soulève lui aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que on subit comme ça à cause d'une reine, qu'elle massacre tous nos arbres et qu'elle rafle tous les litchis qu'on a cultivés pendant une année, que tout est raflé et amené en Chine pour satisfaire une seule reine. Mais il n'y a pas de raison, il y en a marre. Les perles et tout ça, bah, on arrête. On arrête de tout ramener là-bas, on garde chez nous et on commence à s'organiser en rébellion. Voilà. Ah oui, oui, oui. La rébellion, ça a été fait en 722 par un certain Mai Trouploin. Retenez bien ce nom, Mai, M-A-I. Bah, il était né, il était noir. Noir parce que, bah, à cause du soleil, sa mère a dû bosser dur, son père a dû bosser dur. Donc, résultat, ça donne un enfant, mais fétiche, euh, mal nourri, noir, parce que voilà, il manque de vitamines, certainement. Obligé de bosser dans les grottes, dans les forêts, plonger au fin fond de la mer pour ramasser des perles les plus précieuses. C'est normal que l'enfant naît difforme et pas beau. Et cet enfant difforme et pas beau est devenu grand général commandant. Et ben, c'était lui qui était chargé de ramasser tous les litchis pour les transporter vers la capitale. Et un jour, il a dit, non, genre, je veux pas voir mon peuple souffrir pour une reine. Il est stupide. J'ai pas envie. Et en plus, j'ai pas envie de voir mon peuple souffrir comme ça. Il y a eu dans le passé des soulèvements. Je vois pas pourquoi est-ce que nos litchis à nous, on doit nourrir quelqu'un d'autre. Donc il a arrêté la récolte des litchis. Il a incité tous ceux qui ramassaient des litchis. Il a dit, venez avec moi, on va se soulever, on va construire une armée, on va les battre. C'est vrai qu'il les a battus. C'est vrai qu'il a foutu dehors. Excusez le terme. C'est vrai qu'il a foutu dehors toute cette populace-là qui pensait que à ramasser des sous, à exploiter, et non pas... Mais de manière violente en plus. Hein, et au passage, il violentait quelques femmes aussi. Hein, voilà. Quelques, c'est peu dire. Hein. Oui, donc, oui, non, mais voilà. C'est en 722, Mae Troubloin, premier général noir dans l'armée viet, combattu avec ses frères, a mis dehors l'ennemi, mais pour 10 ans seulement, parce que l'armée est revenue beaucoup plus fort, le grand frère du Nord, n'a pas compris pourquoi il y a une petite révolte là, ils n'ont pas compris. Donc ils ont envoyé la moitié de leur armée, de nouveau, massacrer encore une fois le Vietnam. Oui, donc le litchi est lié. Aujourd'hui, quand vous mangez un litchi, c'est pas l'espèce de litchi à 4 € que vous trouverez chez Leclerc, hein, c'est pas ça. Le litchi, c'est le gros fruit attaché, enfin en grappe. C'est vendu à 30 € le kilo chez Grand Frère, hein, dans les
en pleine saison, c'est 30 €. En dehors de saison, il n'y en a pas parce que ça fleurit qu'une fois par an. C'est un fruit extrêmement délicat. Le vrai litchi de chez nous, il est gros, il est énorme. Je vais vous montrer une image. Peut-être que vous... Alors, litchi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, litchi, là, ouais, litchi. Chai. Chez nous, on appelle ça chai vai. Litchi. Image. Je vous montre les images des vrais litchis en grappe comme ça. Voilà, ça c'est des vrais litchis, vous voyez, en grappe, très très gros, très très gros en fait, c'est énorme, très juteux et c'est un fruit extrêmement délicat. Donc c'est vrai que ce litchi, bah, ils sont remplis de vitamines. C'est vrai que ça donne une belle peau, mais il faut pas en abuser non plus, hein, parce que sinon c'est pas bon, hein, comme tous les fruits, hein, c'est pas bon. Hein. Plus vous en abusez, résultat euh, c'est que quand l'amant de Yan Wifi s'est révolté et puis a organisé une rébellion, ça a soldé par la mort de la Yan Wifi. Hein. Oui, parce qu'elle a été pendue par l'armée de l'empereur. Ils ont dit non, mais nous, hors de question qu'on se bat quand, au profit d'une idiote et d'une pervertie. Et c'est son amant qui a sauvé une armée. On va pas se battre contre son amant pour la sauver elle. Non, mais ça va pas, non. Alors, soit vous la trucidez, soit bah, on se bat pas. Voilà, c'est à choisir entre nous et elle. Donc, à l'empereur, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a ordonné l'exécution de sa bien-aimée. Cette histoire, c'est une histoire d'amour entre l'empereur Gong, je ne sais pas comment on prononce ça, du nom chinois, entre l'empereur Gong et Yuan Guifi. Ça a sondé par des poèmes d'amour que des très grands poètes ont chantés. Et c'est aussi lié à l'histoire du litchi du Vietnam, parce que l'amant, un jour, sait qu'elle adore les litchis. Donc l'amant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filé vers le sud, nord du Vietnam, il a cueilli une grappe de litchi, et en 2 jours, 3 nuits, non, en 3 jours de nuit, il a franchi le Yunnan, il a franchi jusqu'au Pékin pour lui donner son grappe de litchi. Voilà. L'histoire du litchi. Oui, l'histoire du litchi est liée à une reine pervertie comme Marie-Antoinette II. Entre un amant, une reine pervertie, un royaume en déperdition, c'est le royaume des Tang postérieurs, en 722. Voilà, c'est... Et en 722, un autre héros du Vietnam antique a osé se soulever pour mettre fin au commerce de litchi. Voilà. Oui, 722. 200 ans après, une grande bataille va se dérouler sur le fleuve Bac Dang, où là, réellement, le peuple viet s'est soudé en un seul bloc et a carrément pulvérisé l'armée, la flotte, toute la flotte chinoise. Bah, il les a pulvérisés, hein, c'est toute la flotte. Hein. Imaginez les frêles embarcations des Vietnamiens. Imaginez le Vietnam à l'époque, tout petit. Imaginez le grand empire chinois. Imaginez l'armée terrifiante des 500 000 hommes qui s'apprêtaient à se déferler sur le Vietnam à l'époque. Imaginez la peur des habitants,
la peur des femmes de nouveau, parce qu'elles se sont dit cette fois-ci, c'est fini. C'est fini. Et imaginez les flottes de l'époque des Tongs. C'était des bateaux immenses, immenses. Et imaginez tout ça pulvérisé une seule nuit sur le fleuve Badang par un très grand stratège. Un stratège viet dont la statue est encore honorée sur le ponton, sur le phare qui regarde du fleuve Badang vers la mer. C'est au niveau de Haiphong, vous savez, le port du Nord. Voilà l'histoire du litchi. Alors aujourd'hui, quand vous mangerez le vrai litchi, le vrai gros litchi, que vous aurez déboursé 30 € parce que je vous ai raconté l'histoire du litchi, la vraie histoire du litchi, le vrai fruit du litchi, et pas celui à 4 € que vous achèterez chez Leclerc. Non, c'est pas celui-là. Quand vous aurez l'occasion, quand vous verrez les gros litchis, d'ailleurs quand j'irai dans le 13e, je vous en ramènerai. Je mangerai, comme ça vous verrez comment il est. Quand vous verrez le litchi apparaître sur l'étalage du grand frais, emballé précieusement dans les papiers en soie, j'espère, sur un lit de paille pour que ça ne s'abîme pas. Ce litchi-là viendra de la Réunion, de l'île de la Réunion, et c'est le même litchi en grappe comme ça, en branche encore, pas encore détaché, à la saison des têtes, c'est-à-dire à la saison du Nouvel An vietnamien. 30 € le kilo, permettez-vous de vous l'offrir une seule fois et goûter à ce fruit tant rêvé par la reine, l'usurpatrice, j'appelle ça, ou la reine pervertie Marie-Antoinette II Yongue-Wifi, du royaume du Tang postérieur. La même Yongue-Wifi qui a perverti tout un royaume, mais qui a goûté au litchi, aux fruits merveilleux cultivés par l'esclave du Vietnam à l'époque. Voilà pour l'histoire du litchi. J'espère que je vous ai donné envie de manger un litchi. Je vais chercher un parfum plus tard demain, après-demain ou la semaine prochaine. Là, j'ai encore beaucoup de travail. Un parfum au saveur de litchi pour que vous puissiez vous régaler avec moi. Mais de grâce, prenez un kilo de litchi, c'est 30 €. C'est le prix d'un parfum. D'ailleurs, c'est celui-là. Flora Gorgeous Jasmine. Bon, c'est Jasmine, c'est pas litchi. Je suis désolée, c'est chez Joby. C'est merveilleux, ça sent tellement bon. Oh là là, combien j'ai payé celui-là? Je regarde. Ah bah, entre-temps, j'ai lu un article sur le Parti communiste vietnamien jure de combattre la corruption. Mais tu parles, la corruption, c'est eux, c'est pas eux. C'est pas... Le Figaro. Vie actualité directe, information continue, Vietnam. Vietnam. C'est comme celui qui fout le feu et qui cherche le coupable. C'est pareil. Pyromane. C'est un pyromane qui fout le feu et qui cherche le coupable. Je suis désolée, mais toute la corruption vient du parti très haut honoré vietnamien, communiste. Alors, si tu combats la corruption, il faut commencer déjà par toi, d'accord? Chez nous, il y a un dicton qui dit « N'écoute pas ce que dit un communiste. Regarde ce qu'il fait, regarde ses actes, constate ses actes, constate les conséquences de ces actes. N'écoute pas ce qu'il te raconte. » Ça me vient une autre pensée et j'aimerais bien vous mettre en garde. Cette fois-ci, parce que c'est un pressentiment. Et quand je pressens quelque chose, ça va se passer. Vous connaissez l'actualité actuelle, c'est l'Iran. D'ailleurs, ils en sont où les Iraniens? Parce que les pauvres, hein. Iran actu.
Manifestation en Iran, le président Pezeshkian prévient qu'une attaque contre le guide suprême équivaudrait à une... C'est qui le guide suprême? C'est pas lui? Alors Trump a dit, mais c'est temps, il est temps qu'il parte, hein, le Ali Khamenei, je sais pas quoi là. Enfin, ah oui, parce qu'il y a un guide suprême et il y a un président. Alors le président dit, mais si tu t'attaques à mon guide, ce sera la guerre totale. Bon, cette fois-ci, Trump, il a raison, il a dit, mais cet homme, c'est un malade, c'est pas un dirigeant. Voilà, pour moi, selon ma propre constatation, selon mon propre intuition, quand vous savez que l'intuition d'une femme, c'est quasiment exact. L'Iran a été mis sous tutelle des communistes. Et je vous laisse chercher quel est le bloc le plus puissant actuellement en tant que communiste totalitaire, d'accord? Cherchez le bloc le plus puissant, le côté le plus puissant en tant que communiste totalitaire pour savoir c'est qui ce grand frère qui tire les ficelles en Iran depuis quasiment quoi, 73, 74, non? Depuis la défaite des États-Unis, ouais, c'est ça, hein? Parce que je m'en souviens en 84 quand j'étais en Alsace au collège. 84, 85 par là, et ben mon ami l'Iranien, il a fui pareil son pays, il devait avoir 10 ans aussi. Donc c'est à partir de ces dates-là, ben, tout se converge de toute façon que la mainmise des communistes, cette peste noire, bah c'est surtout sur toute la surface du globe. Hein. Ouais. Alors, tenez-vous prêts les prochains mois quand les États-Unis vont intervenir dans cette partie de la région, ce qu'on appelle le Moyen ou l'Extrême-Orient, en Iran. Parce que là, il va s'attaquer à l'Iran. Hein. Et ben, quand l'Iran va tomber, c'est-à-dire qu'il y aura déjà une tête tombée, une tête communiste. Et quand la tête communiste en Moyen ou l'Extrême-Orient tombe, ça veut dire que toutes les autres têtes, là, toutes les autres tentacules, on appelle ça, vont petit à petit être coupées. Mais pour ça, l'Iran va tomber, c'est sûr et certain. Les jeunes Iranais sont en train de manifester pour. La population iranaise va intervenir et l'armée va intervenir et il y aura des massacres, beaucoup de massacres. C'est pour ça qu'il faut prier dans les prochains jours. Il faut vraiment prier, il faut envoyer beaucoup d'énergie et d'amour vers cette région-là, la région du Moyen et Extrême-Orient, particulièrement sur l'Iran. Ce que vous pouvez faire, c'est brûler de l'encens, un cierge, n'importe quoi, et prier. Prier pour cette partie-là parce qu'il y aura beaucoup de morts, énormément de départs. Et c'est pas une tristesse, c'est une délivrance pour les gens qui partent, hein, je vous dis. Mais il y aura un souffle de renouveau sur cette partie-là. Et quand cette partie-là, la peste noire, qu'on appelle le communisme, va tomber, toutes les autres tentacules vont tomber aussi. Et peut-être qu'un jour, le Vietnam aussi verra la même révolution. J'appelle pas à la révolution, j'appelle pas à la violence, au contraire. J'appelle à une reconnaissance de la lumière de qui nous sommes, c'est-à-dire plus la lumière grandit, plus l'obscurité va tomber. Et quand je vous ai dit, soyez patientes, mes chéris, soyez patientes parce que de toute façon, la lumière, elle, n'a pas besoin de se battre. Il suffit qu'elle entre dans une pièce pour que les ténèbres reculent.
Et je vous ai dit aussi que plus la lumière grandit, plus les ténèbres aussi grandissent jusqu'à atteindre un certain équilibre. S'il y a des équilibres, ça va pas. Actuellement, il y a beaucoup de déséquilibres. Donc, je vous ai raconté l'histoire du litchi pour vous amuser un peu, pour vous mettre dans le contexte de la Chine impériale de l'époque, qui la cour royale, les empereurs s'amusent avec leurs concubines et envoient des armées conquérir d'autres peuples pour de la soie, pour de l'or, pour des objets précieux, pour satisfaire leurs désirs euh, éphémères, égoïstes, alors qu'ils savent très bien que c'est des êtres humains qui meurent un jour ou l'autre, qu'ils auront des comptes à rendre. Mais ça, c'est pas la politique chinoise de l'époque. Ils ont beau dire que oui, nous on suit le bouddhisme, ils ont suivi en plus, hein, le bouddhisme qui vient de là, ils l'ont. Hein. Ils suivent le taoïsme, ils ont tout ce qu'il faut pour se développer, alors qu'en eux-mêmes, c'est de la pourriture de la plus basse niveau, du plus bas niveau, pardon. Pendant que le Vietnam essayait de survivre, de vivre comme il faut, ils envoient des armées pour les détruire, pour les massacrer, parce que, soi-disant, c'est des barbares. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand t'es pas content, ça veut dire que t'es contre moi, donc je te massacre. Peu importe qui tu sois, population, pauvre, riche, je te massacre. Chez nous, les rois sages sous le règne des Tran a dit tu gouvernes pas un peuple, tu suis ses désirs. Tant que tu nourris pas ton peuple, c'est normal qu'il se soulève. Tant que tu le massacres, ce peuple-là, c'est normal qu'il se soulève. Si tu veux conserver un royaume en paix, repousser l'ennemi hors de tes frontières, tu as besoin de ton peuple. Mais pour ça, il faut le nourrir. Il faut pas le laisser mourir de faim. Oui. Et surtout pas ramasser tous les litchis pour en ramener sur la table d'une seule reine. Et en plus, les litchis, ça t'appartient pas, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Tu viens pas dans un pays rafler toute sa richesse, massacrer sa population et dire oui, mais non, mais ça va, nous sommes frères. Mais depuis quand on est frères si tu me massacres, moi? Il y a une chanson écrite par un jeune, il y a une dizaine d'années de cela, 7-8 ans, même pas 10 ans. 7-8 ans, à la même époque où il y a des carrés et des ronds, comme je vous ai dit là, c'est la même chose, les mêmes conneries, bah, tout d'un coup qui se révèlent, quoi. L'autre qui invente des carrés et des ronds, il y a un autre qui a inventé, qui a écrit une chanson. Où est mon Vietnam? Qui es-tu pour me battre? Frère, tu as la même couleur de peau que moi, tu ne parles pas le même langage et tu te permets de me battre quand je descends dans la rue pour manifester. Mais qui es-tu? Et juste pour ça, c'est un jeune artiste vietnamien. Il a été battu, massacré, mis en geôle perpète sans avoir un avocat à ses côtés pour le défendre. Les États-Unis se sont intervenus via la diaspora viet, l'ont ramené aux États-Unis à moitié mort. Il est encore sous soins là actuellement. Il boite un peu, mais bon. C'est un Viet, un jeune Viet, un artiste, un écrivain. Je vous mettrai sa chanson à l'occasion, que vous puissiez sentir déjà l'amour qu'il a envers son peuple, même si c'est un jeune écrivain, même si c'est un quelconque citoyen. J'espère que dans tous les pays du monde, qu'il y ait des citoyens comme ça, qui savent faire la distinction entre dictature et liberté, et qui savent encore écrire des belles chansons pour nous dire, mais qui es-tu, frère humain? Qui es-tu pour me battre comme ça? Pour m'interdire de descendre dans la rue, pour m'interdire de manifester pour la liberté de mon peuple. Mais qui es-tu? Tu vois? Alors, qui es-tu pour me voler toutes mes litchis? Hein? C'était là.
C'était la devise de Mae Trupluang. Mae Trupluang, le premier empereur, bah, un peu basané, quoi, c'est 722, le premier empereur viet qui a vécu, bah, qui s'est soulevé en 722, à l'époque où Yang Huifi dégustait encore le litchi du Vietnam. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette histoire de litchi. Prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. La première révolte en l'an 111 avant Jésus-Christ. Et après, oui, je vais commencer par là. Mais je vais commencer bien avant. Comment le royaume du grand Dai Viet, de l'immense Vietnam est né? À partir de quoi et pourquoi est-ce que même quand le Viet part à l'étranger, qu'il est en exil, qu'il a été battu, maltraité traité dans son pays, battu, maltraité sur les îles qui l'ont accueilli parce que c'est pas la même race, c'est pas la même religion. Et pourquoi qu'il est là, j'en sais rien. Mais on le bat quand même parce que c'est pas notre frère. Mais il a survécu quand même. Il est arrivé sur le sol étranger, français, Canadiens, États-Unis ou autres pays de l'Europe, et il se dit, mais il se regarde en arrière, il se dit, mais est-ce que j'étais encore à un moment donné un homme qui fait partie de la race humaine ou pas? Pourquoi on me maltraite comme ça? Pareil pour les femmes du Vietnam qui ont été violées 20 fois, 30 fois, 40 fois au cours d'une journée et qui mouraient pour certaines et qui, certaines ont vécu, qui portent encore des traces psychologiques jamais résolues, jamais guéries, mais qui vivent encore, qui survivent et qui aiment encore leur pays. Mais qu'est-ce qui les fait rassembler ces gens-là? Mais c'est quoi qui brûle dans leur cœur? Qu'est-ce qui leur fait dire je suis vietnamienne et pourquoi ils en sont fiers comme ça? Bah, je vous raconterai pourquoi ils en sont fiers, pourquoi. Si ça vous intéresse, évidemment, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, ça me permet de parler et de témoigner pour la population à venir, surtout pour la jeune génération qui vit en dehors du Vietnam et qui se demande, mais le Vietnam est très bien, pourquoi maman, tu reviens pas? Oui. Merci à vous de m'avoir écouté. Bonne soirée.